Ce sont des propositions qui ont le mérite de relancer le débat près de Dakar lors du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Macky Sall, président du Sénégal, et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, son homologue mauritanien, ont clairement plaidé pour un mandat renforcé au profit des forces combattant les djihadistes au Sahel. Est essentiellement concerné l'ONU qui, à travers la MINUSMA, opère sur le territoire malien avec le résultat qui est le sien depuis 2012. Macky Sall a entre autres dit, je cite, « Entre les forces maliennes et étrangères, pas moins de 30 000 hommes se trouvent sur un terrain qui est pris en otage par une bande d'individus. Il y a un problème. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler ce problème? » Même son de cloche côté mauritanien, je cite, « L'ONU doit se réformer dans sa politique de maintien de la paix et qui n'est pas en adéquation avec les enjeux sécuritaires au Sahel, que gaillerait l'ONU à ne pas agir pour mettre un terme au terrorisme dans le Sahel. Les voix s'élèvent de plus en plus au Burkina Faso ou encore au Mali ou au Niger pour pointer la responsabilité de certaines nations dans les affres que subissent les populations dans cette région. Là, le dernier en date, Salif Keïta, le célèbre chanteur malien, qui a directement accusé la France d'être derrière les tueries de masse enregistrées sur le sol malien. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il a entre autres demandé au président Ibrahim Boubacar Keïta de dire la vérité au président français Emmanuel Macron ou de quitter le pouvoir. Des propos d'une telle ampleur que l'ambassade de France au Mali a dû réagir, dénonçant des propos infondés, diffamatoires et outranciers du Mali, mais aussi du Burkina ou du Niger. Il sera question dans cette émission Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Pour quelle réponse à la problématique djihadiste au Sahel? C'est le thème central de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui sur ce plateau, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Face à vous, Souleymane Amdat, bonjour. Bonjour, ami. Spécialiste des questions de protection et de sécurité. Messieurs, un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour ces questions extrêmement essentielles, questions préoccupantes, parce que la question sécurité aujourd'hui au Sahel se pose de plus en plus avec acuité. Les morts se comptent par dizaines, par centaines au Burkina Faso, au Mali ou encore au Niger, pour ne citer que ces pays-là. Un mandat de l'ONU renforcé sur les théâtres d'opérations djihadistes. Est-ce que c'est le salut contre les terroristes aujourd'hui, Souleymane Amdat? Au nom de Dieu clément et miséricordieux, j'ai toujours eu une pensée positive pour ceux qui ont du souci pour la sécurité du Sahel. Et c'est en cela que j'ai souvent décrié la méthode ou les méthodes utilisées par nos dirigeants pour combattre le terrorisme. Au constat, il se fait que il y a eu la création d'abord du G5, de la force Barkhane, ne serait-ce que pour traquer et neutraliser les terroristes. Cela s'est avéré un insuccès déplorable. Ensuite, il y a eu la création du G5 Sahel, qui est venu encore étoffer ce dernier. Mais on se rend compte que malgré la capacité de ces deux forces, ça n'avance pas. Et tout coiffé par la MINUSMA, qui en réalité n'est pas une force de combat, mais une force d'interposition et de maintien de l'ordre. Alors, je pense qu'il y a un problème qui se pose, et face à la réaction de nos dirigeants, j'espère que le débat que nous aurions à mener ce matin pourra permettre aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de pouvoir faire la part des choses. Parce qu'il y a un méli-mélo qui ne dit pas son nom. Alors, Macky Sall rappelle qu'il ne s'agit pas de faire le procès de l'ONU, mais dans le fond, c'est tout comme Tchefa. L'ONU, est-ce qu'aujourd'hui, cette organisation doit réformer ses procédures, notamment en ce qui concerne le déploiement de ses forces sur le théâtre africain? Pourquoi ne parlons-nous pas de l'Afrique et nous parlons de l'ONU? Ce sont les enfants des irresponsables qui, lorsqu'ils ont des problèmes chez eux, indexent les autres. Nous sommes nous-mêmes, nous ne sommes pas les autres. Et quand eux, ils ont des problèmes, ils ne nous appellent pas. Il faut qu'on
commence par se dire la vérité. Quand vous êtes président élu d'un pays, vous vous occupez des problèmes de ce pays. Vous ne faites pas appel aux autres. Il faut qu'on comprenne cela. On est fatigué d'entendre que la France est responsable de ci ou de ça. Nous montrons à tout point de vue que nous ne sommes pas encore indépendants. Et à tout moment, on lit tout ce qui nous arrive de négatif à la France, mais ce qui arrive de positif, la France n'en est pas responsable. Enfin, ce paradigme n'est pas le mien. J'assume le paradigme de la responsabilité, de l'ouverture, de la franchise, pas du nombrilisme, d'ouverture d'esprit qui permet réellement de faire une analyse sérieuse, parce que les djihadistes ne sont pas des Français. Le Mali n'est pas la France. Et si nous ne sommes pas conscients de cela, nous ne pouvons rien faire et dire de sérieux. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Et je le dis souvent, c'est trop facile d'indexer les autres ou de poser les questions. Il faut aussi apporter des réponses sérieuses. Ceux à qui nous confions nos pays, nos dirigeants et même le peuple africain, tous, quelque part, sommes responsables. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que les responsabilités soient effectivement situées, que les problèmes soient décelés avec beaucoup de finesse et de précision, que les objectifs soient effectivement bien formulés et qu'on sache de quoi il est effectivement question, qu'on évalue les moyens dont nous disposons et ensuite de ce que nous irons chercher ailleurs pour combler ce que nous n'avons pas et faire cet alliage pour pouvoir aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui n'a jamais marché et qui nous a-t-on dit, ou nous nous disons, que c'est exclusivement de la faute et de la responsabilité des autres. Quelle organisation n'avons-nous pas créée pour lutter contre le terrorisme et le djihadisme? Une douzaine d'organisations, à peu près depuis environ une dizaine d'années. On peut faire le point. Je ne parle pas encore de force, peu importe leur mandat, interposition, défense, sauvetage, je n'en parle pas encore. On sait tout au moins qu'en dehors de ce que les pays du Sahel eux-mêmes ont fait sous la couverture ou coupole de nos différents chefs d'État, quand on met de côté, au moins à partir de 2014, on peut commencer par faire un point. Vous savez bien que c'est la conférence internationale pour la paix et le développement qui a créé, enfin, du 14 au 17 février 2014, qui a créé G5 Sahel, avec le slogan que nous connaissons, sécurité et développement. Après, on en est venu en 2017, juillet 2017, où le couple franco-allemand a impulsé la création de l'Alliance pour le Sahel. Je dis le couple franco-allemand. Et à leur côté, bien évidemment, vous avez l'Union européenne, la Banque mondiale, le Programme des Nations unies pour le développement. Et plus tard, en 2018, ils ont été rejoints, d'accord, par l'Italie, la Belgique, et par l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Mais dans ça, combien de pays africains ont été énumérés de façon sincère? Pour le reste, vous le savez très bien, la force Barkhane est au Mali depuis 2013. 4500 hommes qui payent la note. Et après, MINUSMA, plus de 4000. Vous faites déjà 8000 et demi, plus l'armée malienne. Mais réunissez tout ça, plus de 30 000 hommes. Et la stratégie déployée ne marche toujours pas. Donc ça veut dire qu'on ne gagne pas une guerre parce qu'on a de l'argent. C'est comme en entreprise. Ce n'est pas l'argent qui vous permet de gagner une entreprise, ce sont les idées. Donc c'est une question de stratégie. C'est une question de connaissance fine du terrain. C'est une question de renseignement. Et ça, il ne faut pas mettre de l'argent sans compter. Il ne faut pas déployer des hommes et du matériel lourd en armement comme on le veut. Et il y a la sécurité. Quand vous allez à Bamako, les plus grands hôtels où vous avez beaucoup plus d'expatriés de monde tels que Randinson, par exemple, tels que Azalaï, par exemple, sont bien gardés, n'importe qui n'entre pas. Il y a toute une procédure pour entrer et pour sortir. Et vous avez là un détachement des Nations Unies, de forces de MINUSMA. Donc, de ce point de vue, il y a cette forme de sécurité, mais est-ce que cela suffit? Et il n'y a pas que Bamako au Mali.
on a tout le nord aussi. Donc, il faut tenir compte de tous ces alliés déshydratants et faire une analyse holistique et globale. Voilà. Alors, au vu de tout ce que vous avez dit, on a l'impression donc que les forces onusiennes, ou tout au moins les hommes déployés sur le terrain, ne prennent pas le problème par le bon bout. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez, monsieur le Déjà, je me trouve en pleine contradiction avec ce que dit mon co-débatteur. Parce que le terrorisme, au fait, a eu naissance quelque part. D'après ce que dit le président nigérien, c'était lors de la guerre en Afghanistan. Ensuite, ça s'est abattu sur l'Irak. Mais quand vous regardez le contenu de ce qu'ils appellent terrorisme islamisant, ce sont que des éléments formés par les anciens régimes. Je prends le cas de l'Irak, par exemple, pour ne pas aller loin, où ce sont les officiers, même reconnus de Saddam Hussein, n'est-ce pas, qui sont au sein de l'État islamique. Étant donné qu'ils ont battu en brèche là-bas, et comme je l'ai souvent dit sur mes émissions, ils se retrouvent en Afrique. Mais ceux qui en avaient les moyens, comme le Tchad, qui est allé jusqu'à Kidal, alors que ce n'est pas l'ONU qui lui en a donné les moyens, ni les hommes, ni le matériel, et qui est rentré à Kidal, qui a nettoyé, et qui a remis Kidal aux forces maliennes, on constate, après le départ des Tchadiens, que le terrain est oublié et laissé à lui-même. Et c'est le cas avec Boko Haram dans la zone de Sambisa. Mais à Maïdougouri et tout ça, ça a été pris par les forces tchadiennes sur le littoral, le bassin tchadien. Ils ont tout pris, ils ont nettoyé, ils ont remis aux Nigériens. Mais quelques mois plus tard, ils se rendent compte que le terrain a été largement, et même en deçà, reconquis par les forces de Boko Haram. Ces gens-là, je voudrais qu'ils soient mis dans notre tête ceci. Moi, je suis musulman, coagulé, convaincu. Ces gens-là ne sont pas des musulmans. Donc, qu'on arrête de venir sur un plateau de télévision nous parler d'État islamique. Islamique, ça veut dire quoi? L'islam, c'est quoi? Qui croit en Dieu. Soumission à Dieu. Allah en arabe. Quand on parle de ce fait, que sur tous les plateaux, on nous rabâche tous les jours. Ah oui, c'est le terrorisme islamisant. Mais ceux qui tuent aux États-Unis, qui font faire tomber de tout, on sait qui ils sont. En réalité, ils n'étaient pas des musulmans. Vous prenez au sein de l'État islamique, ils ne sont pas musulmans. Pour revenir en Afrique, je vous dis quoi? Nos chefs d'État ont la responsabilité de la sécurité, n'est-ce pas, des citoyens, de leurs biens et de leurs personnes. Ils sont les premiers garants de la sécurité. Si ceux-là aujourd'hui, d'après les résultats du forum de Dakar, se lèvent, se plaignent de ce que l'ONU ne prend pas ses responsabilités, et je leur donne raison, et je veux une parenthèse, pour dire que quand on devait attaquer la Libye, ils ont commencé par attaquer la Libye avant que le mandat de l'ONU ne tombe. Alors, il faut réformer l'ONU, donner la capacité aux forces comme la MINUSMA de devenir des forces de combat. Parce que le terrorisme, ce n'est pas de la parole. Ce n'est non plus du renseignement, comme on le dit, c'est un problème de terrain avant tout. Il faut aller au front et combattre. C'est vrai que le renseignement contribue, parce qu'il faut être bien informé pour savoir quel est le type de force qu'on en marche. Mais avant tout, il faut d'abord qu'il y ait la conviction d'éradiquer le terrorisme. Et quand on paye, quand on met assez d'argent pour des dirigeants qui se permettent, n'est-ce pas, de les envoyer sur leur compte après, c'était le cas. Vous avez suivi l'actualité au Nigeria, de l'ancien chef de renseignement, qui s'est servi allègrement. Ça donne que Boko Haram continue d'avancer. Et il va falloir que nos dirigeants prennent leurs responsabilités. Alors, dans l'opération lancée par exemple par la RD Congo et les pays limitrophes contre les rebelles ADF, la MONUSCO a dit ne pas avoir mandat pour intervenir militairement. Nous ne pouvons appuyer que logistiquement. On a l'impression que parfois il y a beaucoup de lourdeur à avoir. Excusez-moi, qu'il y a beaucoup de lourdeur à avoir ce soutien-là de l'ONU à travers ses forces déployées en Afrique. Est-ce que aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de populations qui manifestent, je pense notamment aux Maliens, je pense aux Burkinabés, je pense aux Nigériens, qui estiment que ces forces onusiennes-là, qui sont logées dans les pays, ne servent absolument à rien et qu'il est temps que ces forces-là dégagent du continent africain pour que le problème africain soit pensé et résolu par les Africains. Est-ce que c'est un sentiment que vous comprenez aussi? Je dois observer deux points avant d'aller plus loin dans mon analyse.
Le premier, ne faisons pas du glissement. Nous sommes en train de parler de terrorisme, de djihadisme, mais jamais de religion. Nous n'indexons aucune religion ici, donc ne faisons pas du glissement. Et l'histoire du terrorisme, on la connaît, on peut la faire. Je ne sais pas ici, je la ferai. Mais allez lire les documents sur les kamikazes, Seconde Guerre mondiale. Et qui parle de kamikazes, parle du Japon. C'est l'origine même du terrorisme et du djihadisme. Ça dit terrorisme du point de vue offrir ma vie pour détruire les autres. J'accepte porter une bombe en moi ou sur moi pour détruire un grand immeuble au nom d'une idéologie telle qu'elle soit, religieuse ou non, confessionnelle ou non. On connaît cette histoire-là. Le second point que je voudrais faire observer, le mandat qui a permis de frapper en Libye, c'est l'OTAN. Ce n'est pas l'ONU. L'ONU n'a rien à chercher en Libye, c'est l'OTAN. Je ne crois pas. Mais tout le monde sait. L'OTAN est allé en action sous mandat de l'ONU. Bon, d'accord. Sous mandat de l'ONU. Bon, nous n'allons pas faire ce débat puisqu'on connaît, parce le sujet ici. Parce que c'est important. Il faut le faire savoir. Non, officiellement, quel est le mandat qui a permis de frapper en Libye? C'est une résolution des Nations Unies qui a autorisé l'OTAN à aller frapper la Libye. Je me concentre sur ce qui nous intéresse. Lorsque dans nos pays africains, nous avons un problème et que nous appelons les autres, admettons qu'ils viennent et fassent les choses telles qu'ils les comprennent. J'ai dit, eux, ils ne nous appellent pas. C'est nous qui les appelons. Et si nous les appelons, nous devons également souffrir qu'ils fassent les choses telles qu'ils les comprennent. Et il y a même un danger que nous ne voyons souvent pas. Ça dit, qu'est-ce qui préoccupe en général nos chefs d'État? Que lorsque eux, ils sont menacés, pas des problèmes en l'antenne, qui en fait peuvent être réglés par de la négociation. Parce que ce sont des groupes en fait de revendications identitaires à relents socio-économiques qui pour la plupart sont de petits problèmes de partage d'intérêts, de la manne de telle ou telle ressource naturelle exploitée sur leur sol et que donc la richesse produite par les citoyens ou la richesse du sous-sol mal distribuée selon eux et qu'il faut donc poser des actions de développement, des infrastructures, de l'eau, des écoles, des routes, des hôpitaux, pour agir ainsi. En fait, c'est ce qui préoccupe beaucoup plus ces gens-là. Et non des problèmes de religion qu'on peut utiliser comme une sorte de façade ou une sorte de pourfenderie pour pouvoir entrer à l'intérieur. Donc, ce sont des problèmes de revendication identitaire, de revendication socio-économique, pour la plupart, réellement. Et on l'a vu, par exemple, dans le delta du Mend, au Nigeria, où ça n'avait rien à voir avec aucune religion. Lorsque ces problèmes se posent et que nos chefs d'État, en fait, pouvaient, à mon avis, négocier avec quelques factions de leur peuple, qu'est-ce qu'ils souhaitent en général? Que la France ou l'ONU, les grandes puissances, les États-Unis envoient leurs soldats pour venir frapper leurs compatriotes à eux, qui n'ont pas cette même vision de partage sur ces choses-là, en général. Je dis en général. Mais les autres disent non, nous ne pouvons pas venir avec ce mandat-là. Nous sommes une force d'interposition. Parce que pour la plupart des problèmes qui se posent, c'est à l'interne d'un pays ou d'une sous-région. Ceux qui agissent appartiennent tous à une même sous-région. Donc, vous voulez par exemple que les forces onusiennes viennent pour faire quoi? Pour pouvoir frapper les autres. Nettoyer donc pour le compte de celui qui est au pouvoir, qui estime que lui n'en a pas les moyens et que donc les autres vont faire la sale besogne. Ils n'accepteront pas le faire. Ce n'est donc pas le rôle de l'ONU, selon vous. Mais à mon avis, comment vous voulez que ce soit leur rôle? Voilà. Ils sont une force d'interposition. C'est-à-dire, nous agissons en nous interposant, en nous plaçant au milieu de vous deux, pour que chacun cesse de combattre, pour que chacun dépose ses armes. Et le fait de rester inactif à travers vos âmes vous amène à discuter, vous amène à retrouver des solutions. Mais nous n'allons pas prendre parti et frapper un camp pour le compte d'un autre. Et bien évidemment, la protection des femmes, la protection des enfants, la protection des civils, la protection des groupes minoritaires, qui, lorsqu'ils sont en train de les protéger, si ça nécessite l'usage de la force, bien évidemment, ils le feront. Voilà. Alors, mais pas le renforcement d'un pouvoir. Vous me permettez, juste avant votre question, en une minute, je ne comprends toujours pas mon co-débatteur.
Quand il s'agissait de la Libye, qui a été bombardé la Libye? Qui a donné mandat pour bombarder la Libye? Au nom de quel organisme ont-ils pris sur eux la résolution des Nations Unies qui autorisait l'OTAN à aller bombarder la Libye? Donc, je ne comprends pas ce que dit mon co-débatteur face à cet exemple-là, par exemple. Écoutez, quand on parle de terrorisme, j'ai souvent dit il faut faire attention. Parce que ce n'est pas... C'est quelque chose d'assez sensible, délicat, tellement difficile à comprendre que parfois on se pose des questions. Regardez, je prends le cas, et on va certainement en arriver, de l'artiste qui accuse la France. On va y arriver. On va y arriver. Je préfère m'en arrêter là pour le moment. Mais cet exemple de la Libye devait nous édifier en ce que, quand ça les favorise, eux, d'aller foutre le bordel chez les autres, de tout détruire, ils prennent un mandat des Nations Unies. Voilà. Et ils décapitent tout. En ne prenant pas sur eux la responsabilité ni les résolutions de nettoyer après. Et c'est le cas de la Libye. La Libye est encore devant nous. Le président sénégalais Macky Sall a appelé directement la Chine et la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU à permettre que soit décerné un mandat plus fort à la MINUSMA. Notamment, les Russes et les Chinois se posent visiblement aujourd'hui en défenseurs des nations défavorisées. C'est le sentiment qu'on a. Est-ce que ce n'est pas juste une impression ou bien c'est effectivement des pistes à sonder selon vous? Mais justement, si le président Macky Sall dit haut et fort ce qui a été dit dans les ténèbres, mais comprenez qu'il y a un mal. Et c'est de ça que je parle. Quand il s'agit d'eux et de leurs intérêts, ils s'apprennent des avions pour entrer en Libye bombarder au nom d'un mandat qui lui a été accordé par l'ONU et exercé par l'OTAN. Mais qu'ils fassent pareil dans le désert, puisque ce qui se passe là, dans le Sahel, c'est la conséquence du bordel qui est en Libye. Le président tchadien était clair dessus, clair et net. Vous savez ce qui est Idriss Déby quand même. Idriss Déby, c'est pas de la cacahuète. Et il n'a pas attendu un mandat des Nations Unies, lui, pour entrer à Kidal. Parce qu'il s'est dit que ce qui se passe à Kidal viendra à mes portes. Preuve, il a eu raison ou pas. Boko Haram est à sa porte. Et frappe mais au Tchad. On a vu une colonne, je ne sais pas, de délinquants qui ont pris la frontière, n'est-ce pas, du Tchad et qui rentraient. Et il a fallu l'intervention de la France, n'est-ce pas, pour bombarder ce convoi-là. Et pour mettre... Sinon, aujourd'hui, le Tchad serait voué encore à une guerre qui ne dit pas son nom. Et il va falloir, je le dis bien, que nos chefs d'État, tels qu'ils ont commencé par le faire là, qui se mettent à dire haut et fort ce qui se dit dans les ténèbres. C'est terminer le politiquement correct. Il faut aller aux actes. Et les actes consistent à dire aux citoyens, quand nous allons les voir, voilà comment ils nous traitent. Parce que le président tchadien a bien dit, quand on va là, quand si c'est l'Afrique, on verra plus tard. Mais quand il s'agit de leurs intérêts, de leur pétrole, là, aller prendre au Congo, vous voyez, allez, on prend un mandat, on met la MINUSMA dans le jeu. Mais la MINUSMA, c'est quoi? La MINUSMA n'est pas une force de combat, c'est une force de maintien de l'ordre. Je prends la force Barkhane. Mais c'est bon, mais les citoyens se plaignent de quoi? Du fait que nos frontières sont poreuses. Les armes, mais c'est un commerce qui ne dit pas son nom. Mais qui surveille ces frontières-là? Est-ce qu'il y a des gens pour ça? Il y a des unités. Je prends le cas de mon pays. Il y a l'USF, l'unité de surveillance des frontières. Mais est-ce qu'elle a les moyens qu'il lui faut pour surveiller nos frontières? On n'arrive même pas à contrôler le Pahao. Ce n'est pas les armes qu'on va contrôler. Hein. Alors qu'on arrête un peu. Voilà. Il y a quelques précisions à faire. Oui, rapidement. J'ai dit quelque chose et Suleiman Hamzat ne tient pas compte de ça. Lorsque les autres ont des problèmes chez eux, est-ce qu'ils nous appellent? Nous devons même avoir honte. Les moyens ne sont pas les mêmes. La capacité à gérer ce genre de crise ne sont pas... Je vais vous poser une petite question, si vous me permettez. Laissons-le poser sa question. Quelle est l'unité qui combat le terrorisme au Bénin? Citez-moi en une. Je n'en sais rien. Justement, c'est ça le problème. J'en suis spécialiste, mais je n'en sais rien. Vous êtes obligé d'aller appeler les autres quand vous savez que votre incapacité notoire à mettre vos citoyens en sécurité vous empêche d'avancer.
La France, Allez demander j'arrive, n'est pas une honte. la France est Mais il un faut savoir expert. qui demande de J'arrive, l'aide. je poursuis dans mon analyse. Bon. La France a été frappée plusieurs fois par le terrorisme. Je ne sais pas si la France... Au Bénin, nous avons un tribunal pour le terrorisme. Nous n'avons pas de question pour le terrorisme. Bien. Ce qui est important, je disais, on devrait avoir honte de mener ce débat ici. C'est-à-dire à la face du monde. Je n'ai pas honte du tout. Chaque pays est souverain. Ne parlons donc pas de souveraineté. Nous ne sommes même pas fondés à parler du droit de non-ingérence. Ah si, bien sûr. Bon, donc c'est pour vous dire que si nous sommes toujours demandeurs de tout, et même de nos sécurités, nous devrions en avoir honte. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui viennent nous attaquer pour que nous demandons l'aide des autres, ce ne sont pas les Occidentaux qui viennent nous attaquer. C'est entre nous-mêmes que nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes. Et je l'ai précisé ici, ce sont des problèmes de revendication identitaire et socio-économique qu'on peut en fait régler à travers des négociations, à travers la façon dont on organise la distribution de la richesse naturelle. Mieux, je voudrais dire un mot sur la Libye, parce que Souleymane en parle assez, mais il faut qu'on... J'y suis resté 3 ans. Non, mais on n'a pas besoin de rester pour en parler. Si vous ne connaissez pas Internet, d'accord, nous allons nous écouter. Nous allons nous écouter. Allez-y. Je peux dire un mot là-dessus. Allez-y. Les raisons profondes justifiant la question de la Libye, on peut encore trouver le temps de les analyser. Le colonel Kadhafi a eu le temps d'accumuler un certain nombre de choses dans ses rapports avec les Occidentaux, dans ses rapports avec les différents chefs d'État, occidentaux notamment, dont il a vu beaucoup passer. Et souvenez-vous, dans le monde maghrébin, dans le monde arabe, aucun chef d'État en réalité ne voudrait plus composer avec lui. Ah bon? Bien évidemment, nous autres... Vous en savez beaucoup. Nous autres Africains au sud du Sahara, nous acceptons tout le monde. Il avait plus de poids que nous, n'oublions pas. Il faisait partie de ceux qui soutenaient dès le départ l'idée d'avoir une force arabe. Ça a toujours échoué. Mais lorsqu'il est venu chez nous, d'accord, parlant des États-Unis d'Afrique, nous étions d'accord. J'avoue, il a beaucoup mis, il a fait des choses extraordinaires pour les États-Unis d'Afrique. La diplomatie du chéquier. Mais, oh non, je peux encore vous citer plein de choses qu'il a faites, dont je suis spécialiste, que j'enseigne dans des universités. Lorsqu'il met tous les moyens pour créer un fonds africain de développement, lorsqu'il envoie une satellite pour que désormais nos communications téléphoniques ne soient plus mises sur écoute et qu'on téléphone au moindre coût, ça dit quasiment à 0 francs, lorsque tout étudiant libyen systématiquement est boursier, lorsqu'il envoie ses compatriotes dans les plus grandes universités du monde apprendre la technologie pour le développement, c'est positif. Ce n'est pas de cela que je parle. Je vous parle de géostratégie à l'international. Je vous parle de diplomatie et de relations internationales. Écoutez, les attentats de Lockerbie, les 8 infirmières bulgares, le soldat français Gilad Shalit sont des réalités évidentes. Et si vous les rasez, vous ne ferez aucune analyse. Maintenant, pour la question qui vous préoccupe et qui est importante, je le dis souvent, si nous-mêmes, nous ne prenons pas la résolution, et mieux, il y a une autre question, puisque Souleymane Hamzat parlait tout le temps de Libye, je viens d'évacuer le cas de la Libye. Non, il n'est pas évacué. Et je pose une... Non, je dis à mon niveau. Moi, je ne voudrais pas en faire la tasse de café de cette émission, puisque ce n'est pas pour ça que vous nous avez appelés. Je voudrais poser une question importante. Lorsque le président Ibeka a vu que pratiquement les djihadistes étaient à l'entrée de Bamako et qu'il avait complètement le dos au mur, il a appelé qui ? M. Touanou, il a appelé la France. Si elle n'était pas venue, qu'est-ce qui allait se passer? Il faut également citer cela. Ne pas citer cela, c'est que nous ne sommes pas justes. C'est ça la vérité aussi. Et c'est la France qui est venue sauver l'État malien. C'est la France qui a fait que le Mali n'est pas tombé aux mains des groupes terroristes. Ça, c'est une évidence. Je n'invente rien. Puisque nous étions tous là, on a vu. Il a adressé directement une demande à la France en 2013. Et la France a répondu, le président Hollande a répondu. Et vous savez bien,
les liens assez forts entre le Mali et la France au regard de sécurité, de ci, de ça. Donc, je dis, pour tout point bien fait, c'est le bout le plus facile et le plus paresseux d'indexer les autres. Alors que nous-mêmes, nous n'avons pas fait notre propre rétrospection. Nous-mêmes, nous fermons hypocritement les yeux sur ce que nous pouvons faire ou pas. Et nous-mêmes, nous n'arrivons pas à dégager de moyens pour ça. Alors que nous avons des chefs d'État qui ont des maisons qui pourrissent à la Côte d'Azur, des chefs d'État qui ont des comptes perdus en Suisse, des chefs d'État qui achètent tout partout sur la planète, des chefs d'État qui s'éternisent en dynastie 51 ans au pouvoir. Nous ne parlons pas de cela. Et que les autres sont dans l'ordre et la discipline, la rigueur, nous estimons qu'ils devraient faire ci ou ça pour nous. Enfin, moi, c'est un débat qui m'exaspère. Voilà. Honnêtement. Alors, vous avez répondu déjà en partie à la prochaine question. C'était donc les propos de Salif Keïta qui accuse donc la France d'être derrière les tueries de masse au Mali, puisque, selon lui, le président Ibeka doit dire la vérité au président français ou quitter le pouvoir. Des propos extrêmement crus et durs, mais qui sont fondés pour certaines personnes. Votre avis sur la question, Souleymane Hamzat? Je vais répondre. On va pas continuer dans ce pays. Nous allons évoluer. Nous avons suffisamment. On va continuer avec M. Salif Keïta, dont les propos sont blessants, selon eux. Mais il dit la vérité. Vous savez que la vérité, elle blesse. Elle ne vous laisse pas dormir. Surtout quand vous êtes dans la ligne de mire de cette vérité-là. Il a fallu 24 heures pour que, de l'autre côté, le Premier ministre français bondisse et se mette à faire des déclarations traitant les propos de Salif Keïta, même le Quai d'Orsay en a fait un communiqué, traitant ces propos un peu irresponsables à la fin. Mais allez sur le terrain. Allez voir ce qui se passe sur le terrain. Ce qui dit notre grand frère Salif Keïta, n'est-ce pas la réalité? La réalité, elle est là. Nous ne fabriquons pas les armes. Les armes ne viennent pas. Il n'y a aucune usine en Afrique qui fabrique des armes. Des armes qui traînent dans le Sahel, là, en partie sorties de la Libye. Mais il y en a d'autres. Parce que maintenant, on dit que les terroristes utilisent les drones. Les drones, ils viennent d'où? Ils ne sont pas fabriqués à Abuja ni au Bénin. Ils sont fabriqués par ceux-là qui, sous prétexte de venir sous un mandat ou je ne sais pas lequel, venir nous aider à combattre le terrorisme, servent ces drones-là. Écoutez, ne faites pas dire des choses ici. J'ai vu la crise ivoirienne. On a vu comment l'armée française a géré la crise ivoirienne. À partir du 43e Bima, j'étais en Côte d'Ivoire. Et je défie quiconque. Moi, quand je parle avec des preuves. Parce qu'il y a des généraux ivoiriens avec lesquels j'étais sur le terrain. Quand la France faisait son méli-mélo là-bas, ils peuvent témoigner. J'étais à leur côté. J'ai vu faire. Donc moi, on ne me parle pas. On ne parle pas de terrorisme. On ne parle pas de France ou de machin dans des choses que je ne connais pas. Ce que je connais, je le dis haut et fort. La France a des méthodes d'interposition, de gestion de crise qui est néfaste à l'Afrique. Il faut le dire haut et fort. Prenez la crise centrafricaine, pour ne pas aller loin. Vous voyez ce qui se passe? Que la France vienne, en même temps, discute avec les rebelles et va du côté du pouvoir. Et va même... Il y a des émissions, il y a qu'à regarder Afrique Média, il y a une émission qui est passée où la méthode française a été dévoilée de ce qu'ils sont avec le pouvoir et en même temps, ils disent aux rebelles, voilà, nous allons dans tel secteur, nous allons nous retirer le moment venu et le terrain, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir, comme l'a dit le président tchadien, que l'ONU et le président Macky Sall, y compris le président Issoufou, que l'ONU soit réformée de manière à pouvoir donner un mandat pour l'Afrique. Et que l'Afrique, de par ce mandat-là maintenant, prenne des résolutions pour y aller. Le président tchadien l'a dit, quand il s'agissait de rentrer à Kidal, j'ai pas eu besoin de parler avec les Français. Les Français ne m'ont pas demandé d'y aller. Je me suis levé parce que je savais que si le feu là brûle, il viendra à ma porte.
Et Boko Haram est à sa porte. Voilà, nous revenons sur les propos donc, de Salif Keïta. Il a entièrement raison. Qui invite le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à ne plus obéir au petit Macron. Je prends toutes les précautions d'usage, qui ont donc des propos qui ont un caractère infondé, diffamatoire et outrancier, selon l'ambassade de France au Mali, qui a donc réagi promptement. Votre avis sur... Je ne sais pas de quoi parle Salif Keïta et je ne sais pas en tant que qui il parle. Et c'est aussi cela le problème. On donne la parole à tout le monde, on ouvre le micro à tout le monde. C'est ça, je rappelle, il n'y a pas de pays du Sahel où je n'ai pas mis pied. Bon, j'étais dernièrement à Bamako, donc je ne raisonne pas à distance non plus. Et depuis 2015, il n'y a pas de formation stratégie de développement, stratégie groupe d'autodéfense auquel je n'ai pas pris part, organisée par des institutions les plus fondées à le faire. Donc je ne suis pas dans mes élucubrations non plus. Et puis tout le monde n'a pas besoin de tenir les armes, puisque c'est une affaire de stratégie. D'autres tiennent les armes, d'autres définissent des stratégies. Quand vous parlez d'une guerre, les guerres les plus sanglantes, les plus sérieuses, vous n'avez pas vu de généraux au front en train de tenir des armes. Ah si. Il y a mais des qu'est-ce gens, que vous dites? il y a des gens non, qui sont chargés d'élaborer des stratégies. Des trucs comme ça. Il y a des gens qui sont chargés de penser la guerre. Donc, en fait, il s'agit d'un jeu d'acteurs où on a une pluralité d'acteurs où tous n'ont pas un même rôle. Donc, tout ne revient pas. Et puis, tous ceux qui sont en armes et tous ceux qui sont en uniforme ne sont pas censés utiliser leurs armes dans une guerre. C'est-à-dire, quand je parle d'armes, là, je parle de fusil. Tout le monde n'a pas ce rôle-là. Alors, ce que dit Salif Keïta, c'est lui que ça engage. C'est lui qui sait de quoi il parle. Et c'est lui qui sait pourquoi il parle. Je n'en sais rien. Je ne dispose de rien pour pouvoir analyser cela de façon fine. On peut dire n'importe quoi pour faire le buzz. Je dis n'importe qui peut dire n'importe quoi. On peut chercher à attirer l'attention sur soi par n'importe quoi. Mais si on entre dans des faits sérieux, dans des faits réels, si c'était possible de le mettre, lui, à la place de Ibeka, on allait voir ce que ça allait donner. Donc, moi, je ne suis pas dans le paradigme de... Vous êtes dans l'action, moi je suis dans mon divan, dans mon salon, je raconte ce que je veux. Vous êtes des footballeurs, moi je suis un spectateur et je joue le match mieux que vous. Non, il fallait donner la balle à tel. Oui, vous êtes un coach dans votre divan. Mais si nous arrivons à la réalité des faits et on vous place dans le jeu, vous comprendrez pourquoi l'autre n'arrivait jamais à tirer pour que ça aille sur le gardien. C'est comme cela que moi je perçois ça. Quand on veut dire des choses, quand on veut alléguer des faits aussi pointus, il faut en détenir toutes les preuves et les déposer de façon sérieuse. Et si vous le faites ainsi, vous êtes pris au sérieux. Pendant que son président est rampant et branlant devant le président Macron, la France est la 6e puissance économique du monde. Donc pendant que son président, à lui, est branlant devant Macron, c'est ce que lui il est en train de dire, vous comprenez. Et dans ce système des acteurs, le président Ibeka et Salif Keïta ne sont pas au même niveau de responsabilité. Quel est le niveau de responsabilité de Salif Keïta? Les Maliens ne lui ont confié aucune responsabilité, aucune. Il n'a aucun mandat, donc lui, il est libre de dire tout ce qu'il veut. Par contre, le président Ibrahim Boubacar Keïta, au regard du mandat que les Maliens lui ont confié, ne peut pas dire des choses comme ça. Écoutez, je vous ai dit, j'étais dernièrement à Bamako. Il était venu pour lancer la rentrée judiciaire. Mais il y avait tout un armageddon de soldats dans son pays, dans la ville la plus sécurisée, à Bamako. À Bamako, il y avait plus d'une centaine de soldats déployés seulement pour assurer sa sécurité au Centre international de conférence de Bamako, sans parler de ceux qui sont postés ça ou là, dans son pays, qu'il a élu président de la République. Vous comprenez jusqu'à quel point lui est trempé dans la responsabilité. Ceux qui n'ont pas de responsabilité ont la langue trop légère. Et ceux qui ont des responsabilités assez lourdes n'ont même pas droit à la parole. C'est ça la réalité des faits. Voilà, et c'est clair, nous allons évoluer, nous allons parler aussi d'un pays qui me tient vraiment à cœur, c'est le Burkina Faso. Une embuscade contre une société minière canadienne dans l'est du pays a fait récemment 38 morts, traumatisme un peu partout dans le pays, deuil national
internationale de 3 jours, mais on sait que le Burkina Faso est un pays en proie à ce type de difficultés depuis un certain nombre de temps. On a l'impression que les autorités ont du mal à prendre le problème à bras-le-corps, ou quel est le réel problème qu'il y a. Ce qui est sûr, aujourd'hui, le Quai d'Orsay vient de classer tout le pays, tout le Burkina Faso, donc en zone orange et rouge. Votre avis? Quand vous laissez votre maison lézardée, quand le mur est lézardé, acceptez que le cafard ou le lézard il rentre. Et quand il rentre, il s'aperçoit du contenu de la maison. Quand vous signez des accords de défense, vous acceptez que des plus sachants que vous dans le domaine de la guerre, sans oublier que nos empires ont fait des guerres. Quand vous laissez ces gens-là venir chez vous, mais acceptez qu'il y a le bordel qui est dans le pays. Aujourd'hui, là, au Mali, moi aussi, j'y étais. Qu'est-ce qui se passe au Mali, là? Qui maîtrise quoi aujourd'hui dans Bamako? Il n'y a personne. Est-ce qu'on a besoin d'un armada pour faire suivre un chef d'État? J'ai fait des écoles de protection. On n'en a pas besoin. C'est du cinéma. Vous pensez que c'est parce qu'il est entouré de 150 000 soldats qui ne sera pas atteint? Allez demander aux spécialistes de la sécurité, ils vous diront ce que c'est. Il peut aller ramasser toute l'armée, il peut aller chercher Barkhane et tout ce qu'il veut. Revenons à ma question. Le temps imparti à cette émission tire complètement. Oui, parce que l'émission, il y a beaucoup de ratés dans nos propos. Parce que ce qui se dit ici sur le terrorisme, franchement, on est loin de la réalité. Ce que moi j'ai entendu ce matin, c'est écœurant. Non, je vous ai laissé le temps d'exposer clairement votre avis. Oui. Est-ce que vous ne m'accusez non, pas vous, de quelque chose? Je parle de mon co-débatteur. Oui, mais la liberté de Metchefa, c'est sa liberté à lui. Non, évidemment, que je respecte beaucoup. Tout à fait. Mais je dis, dans le cadre du terrorisme, ce que j'ai entendu ce matin, franchement, c'est pas beau. C'est pas beau. Il va falloir que, quand on parle du terrorisme, qu'on prenne sur nous, n'est-ce pas, la responsabilité de peser le pour et le contre, de voir ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Les propos de Salif Keita, c'est vrai que ça n'engage que lui-même, du point de vue juridique, mais du point de vue de nos observations, tout ce qu'il dit est vrai. Voilà. Pour moi, c'est vrai. Voilà. Et il n'y a rien qui changera ça. Chaque jour, on parle d'attaque ou de tuerie au Burkina Faso. Le régime semble dépassé ou n'ayant pas les leviers. N'est-ce pas le moment de rappeler tous les Burkinabés hors du territoire ou en prison? Je pense à Blaise Compaoré, je pense à Yacoubou Isaac Zida, Gilbert Diendéré, Djibril Pene Bassolé, entre autres. On a l'impression aujourd'hui que le problème burkinabé passe forcément par la compétence, et visiblement, la compétence en matière sécuritaire n'est pas libre ou n'est pas sur le sol burkinabé aujourd'hui. Vous avez vu juste. Il faut ratisser l'âge. Il faut aller chercher toutes les compétences, aussi bien maliennes qu'ailleurs. Il faut discuter. Parce que, je continue par le dire, dans la lutte contre le terrorisme, je ne parle pas de sécurité, je parle de terrorisme et j'en suis spécialiste. Alors, dans la lutte contre le terrorisme, les renseignements comptent pour beaucoup. Et les renseignements, ça s'achète. Vous vous mettez en position pour l'obtenir, vous travaillez pour l'obtenir, et si vous les avez, si vous avez de bons renseignements, vous allez y arriver. Dieu seul sait le budget du président Compaoré quand il était là pour ses affaires. Dieu seul sait à combien il achetait les renseignements et tout ce qu'il faisait pour se donner la peine nécessaire d'anticiper sur un certain nombre de choses pour qu'on ne voit pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'est pour dire que les acteurs se succèdent, les acteurs changent, il y a une grande dynamique au sein de cette institution et de ce pays, bien entendu. Alors, il faut suivre avec. Et que ceux qui partent passent effectivement service à ceux qui viennent, en leur déposant tout ce qu'ils savent. Le moindre mot est important et en consignant tout en état pour que ceux qui arrivent puissent les utiliser et surtout nourrir de l'expérience de ceux qui partent pour faire ce travail républicain. Pas seulement pour le Burkina Faso ou pour le Sahel, mais aussi pour l'Afrique. 30 secondes sur le Burkina Faso. Écoutez, le Burkina, j'ai toujours déploré que ce pays-là soit frappé par le terrorisme. Et lors d'une émission ici, je vous ai posé le cas du général Diendéré, qui, du fond de sa cellule, continue à travailler, n'est-ce pas, à l'éradication du terrorisme dans le Sahel. Et j'ai fait savoir que sous leur gouvernance, il y avait beaucoup de gens, n'est-ce pas, maintenus de la Libye par le colonel Kadhafi et qui étaient cantonnés au sein du Burkina.
Maintenant, s'il arrive aujourd'hui qu'on demande à ce que tout le monde se mette ensemble pour combattre le terrorisme, c'est vrai, c'est ensemble qu'on est fort. Voilà. C'est ensemble qu'on pourra lutter contre le terrorisme. Merci beaucoup. Vous êtes Souleymane Hamzat, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Métiefa, sociologue, expert en travail de développement, c'était un débat 100% contradictoire. Personnellement, j'en suis très heureux. Merci à vous, chers téléspectateurs, de m'avoir suivi. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.